d'un programme PCI. Et nous aurons trois intervenants. Dr Amadou Cheikh d'Africa CDC qui va nous dire un petit mot sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en Afrique. Le professeur Babacar Ndoye qui va nous parler des éléments constitutifs d'un programme PCI, les éléments essentiels, et le professeur Andy Boulaboula qui va nous parler de l'expérience de Lesotho. Et nous vous rappelons que cette session est enregistrée et que pour avoir le certificat de participation, vous devez avoir assisté à au moins 4 de nos sessions et être resté en ligne au moins pendant 60 minutes pour bénéficier du certificat de participation. Et n'oubliez pas, vous avez la rubrique QR qui se trouve en bas de votre camp ou en haut de votre camp qui vous permet de poser les différentes questions que nous allons reporter bien sûr aux différents intervenants. Et vous avez aussi les différentes ressources et le lien de la communauté pratique sur Telegram que nous allons vous partager au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et aussi, nous vous invitons vraiment à rester toujours actifs dans ces différentes présentations, dans la participation et de continuer à inviter les différentes personnes qui travaillent avec vous. Nous allons commencer avec le tout premier intervenant, j'espère, et Dr Amadou, vous êtes Oui, là avec Dr nous? Dixon. Oui, je suis là, Okay. Dr Dixon. Et les différents panélistes qui sont là aussi avec nous. Nous avons le panéliste des différents pays et les participants à vous dont le nombre ne cesse de monter. Nous vous disons merci de la confiance que vous continuez à nous donner chaque jour. Et nous disons un grand merci à l'OMS Afro pour avoir permis la réalisation de l'appui de ECHO et aussi à ICANN et Africa CDC qui est toujours permanent en Afrique. En ce qui concerne le professeur Amadou, c'est un médecin spécialiste en santé publique. Il travaille en Afrique à l'Africa CDC au niveau du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et il est expert en gestion de programmes de santé publique complexes et à la gestion des urgences, à la préparation. Allô, Dr Dixon, on vous reçoit plus. Je ne vous reçois plus à mon niveau. Oui, il y a une petite coupure. En attendant, si Dr Dixon ne reprend pas, essayez de commencer à partager votre écran, Dr Amadou. Et comme on a un programme assez chargé, vas-y, s'il vous plaît, essayez de partager votre écran, Dr Amadou. Merci, chers collègues. Je prends le relais de mon collègue Dixon en attendant qu'il se reconnecte. À vous, Dr Amadou. Professeur, vous pouvez partager. J'avais envoyé la présentation à Dr Dixon. Je suis en train de le faire. Je suis actuellement en route pour l'aéroport. Je suis en train. Elle est là. OK, on va vous aider. Alina, please, help us. Help us, please. OK. C'est bon, docteur. Allez-y. OK. Merci beaucoup, Dr Dixon. Merci beaucoup, professeur Chedli. Bonjour ou bonsoir, chers panélistes et participants, selon votre localisation. Aujourd'hui, je vais vous faire le point sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en Afrique. Diapositive, s'il vous plaît. Next slide, please. OK, thank you. Pour commencer par la situation mondiale, nous allons examiner le nombre hebdomadaire de nouveaux cas de COVID-19 signalés par les 6 régions de l'OMS, comme l'indique le graphique à gauche de cette diapositive. La semaine dernière, plus de 6,8 millions
de nouveaux cas ont été signalés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente. La majorité de ces nouveaux cas ont été signalés en Europe et dans les Amériques. Hier, le 20 juillet 2022, à 18h17, plus de 5 millions et 562 millions de cas et 6,4 millions de décès ont été signalés, avec un taux de létalité de 1,1%. Au niveau mondial, 59% de la population éligible est entièrement vaccinée. Next slide. La carte de gauche montre la distribution de nouveaux cas signalés dans les 55 États membres de l'Union africaine au cours de la semaine épidémiologique 28. Seuls 3 États membres, c'est-à-dire le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie, ont représenté la majorité des nouveaux cas signalés au cours de cette semaine, signalant chacun plus de 1000 cas, comme le montre la couleur marron foncé sur le graphique. Le graphique de droite montre le nombre de nouveaux cas signalés par semaine épidémiologique. Le nombre de nouveaux cas signalés a diminué de 64% par rapport à la semaine précédente. Hier, à 18h, plus de 11,9 millions de cas ont été signalés, avec plus de 255 000 décès, ce qui donne un taux de couverture de 2,1% de létalité. Et sur le continent, seulement 20% de personnes éligibles ont été entièrement vaccinées. Diapo suivante. Next slide. Le graphique sur cette diapositive montre le nombre de nouveaux cas de COVID-19, axe des Y, signalés par semaine, axe des X, au cours des 4 dernières semaines. Il nous permet d'examiner de plus près les tendances de nouveaux cas signalés chaque semaine au cours du dernier mois pour le continent. En moyenne, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés chaque semaine au cours des 4 dernières semaines a augmenté de 9% chaque semaine. Next slide, please. Cette diapositive montre les tendances de nouveaux cas signalés au cours du mois dernier dans les 5 régions de l'Union africaine. Chaque panneau de cette diapositive montre le nombre de nouveaux cas de COVID-19, axe des Y, signalés au cours des 4 dernières semaines sur l'axe des X dans chaque région. Le nombre absolu de cas signalés chaque semaine est indiqué pour le contexte. Les lignes rouges et noires montrent la tendance de l'évolution en pourcentage de nouveaux cas de COVID-19 par semaine. Par région, au cours des 4 dernières semaines, il y a eu une moyenne de 13% d'augmentation dans la région du centre, une diminution de 25% dans la région de l'Est, 36% d'augmentation dans la région du Nord, principalement dû au Maroc qui connaît actuellement une 5e vague, 6% de baisse dans la région du Sud et 14% de baisse dans la région de l'Ouest. Next slide, please. Cette diapositive montre la distribution de nouveaux cas de COVID-19 signalés par million d'habitants et par jour sur le continent au cours de la dernière semaine épidémiologique. 26 pays ont signalé au moins 5 nouveaux cas par million d'habitants par jour. 4 États membres, c'est-à-dire le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et le Maroc ont signalé entre 20 et 79 nouveaux cas par million d'habitants par jour. Et 2 États membres, les Seychelles et la Tunisie, ont signalé 80 nouveaux cas ou plus par million d'habitants par jour. Cette semaine, nous n'avons pas eu d'informations pour 19 États membres. Par rapport à la semaine épidémiologique précédente, l'incidence quotidienne de la COVID-19 a augmenté pour 5 États membres, à savoir la Guinée, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Togo et la Zambie. Next slide, please. Cette graphique montre le nombre de nouveaux décès dus à la COVID-19 sur l'axe des Y, signalés par semaine sur l'axe des X au cours des 4 dernières semaines. La ligne rouge montre la tendance de l'évolution en pourcentage de nouveaux décès dus à la COVID-19 par semaine en Afrique. Au cours des 4 dernières semaines, le nombre de nouveaux décès signalés chaque semaine sur le continent a augmenté en moyenne de 6%. Next slide, please. Les graphiques de chaque panneau de cette diapositive montrent le nombre de nouveaux décès dus à la COVID-19, axe désordonné,
signalés au cours des 4 dernières semaines sur l'axe des abscisses. Dans les 5 régions, le nombre absolu de décès signalés chaque semaine est indiqué pour le contexte. Les lignes rouges et noires montrent la tendance de l'évolution en pourcentage de nouveaux décès de la COVID-19 par semaine. Par région, au cours des 4 dernières semaines, il y a eu une augmentation moyenne de 12% dans la région centrale, 59% d'augmentation dans la région de l'Est, 68% d'augmentation dans la région du Nord, une diminution de 13% dans la région du Sud et 16% de baisse dans la région de l'Ouest. Next slide, please. Cette diapositive montre le taux de létalité de la COVID-19 par État membre de l'Union africaine, classé en 4 catégories. 42 États, il faut noter que 42 États signalent un taux de létalité supérieur au taux mondial, qui est actuellement de 1,1%. 11 pays ont un taux de létalité inférieur à 1% et 2 États membres ont un taux de létalité supérieur à 5%. Il s'agit de la Somalie et du Soudan. Il y a eu un léger changement dans le taux de létalité par rapport à la semaine dernière. 2 États membres, la Guinée équatoriale et le Rwanda, sont passés dans la catégorie des États membres signalant un taux de létalité supérieur à 1,1% et inférieur à 5%. Diapositive suivante. Next slide, please. Cette diapositive présente un résumé des tests de la COVID-19 sur le continent. Au total, plus de 118 millions de tests ont été effectués, avec un ratio de tests par cas de 10 et un taux de positivité de 10%. Au cours de la semaine dernière, plus de 1,6 million de nouveaux tests ont été effectués, ce qui représente une diminution de 73% du nombre de tests effectués au cours de la semaine 28 par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité de la semaine dernière était de 1,3, ce qui représente une augmentation de 42% par rapport à la semaine précédente. Next slide, please. Si l'on considère la positivité des tests par État membre de l'Union africaine au cours de la dernière semaine épidémiologique, 10 États membres ont eu une positivité inférieure à 3%, tandis que 2 pays, le Maroc et la Tunisie, ont eu une positivité supérieure à 12%. Nous avons observé une légère augmentation du taux de positivité pour 3 États membres par rapport à la semaine précédente. Il s'agit ici du Sénégal, du Togo et de la Zambie. Nous n'avons pas reçu d'informations de laboratoire pour 28 pays cette semaine. Next slide, please. C'est tout de mon côté aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre aimable attention. À vous, professeur Chedli ou Dr. Dickson. Merci. Merci beaucoup, docteur Amadou, de nous mettre à jour, parce que la COVID continue toujours. Et nous allons très vite, avant de revenir vers vous, surtout merci pour cette présentation, passer à notre second présentateur, le professeur Babacar Ndoye. Professeur Babacar, vous êtes là? Oui, je suis bien là, docteur Dickson. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à partager votre camp? Oui, bien sûr. Le professeur Babacar Ndoye est professeur en microbiologie de l'Institut Pasteur de Paris. Après une carrière très riche de plus de 10 ans au service du pays, qui a été couronnée par la distinction de l'Ordre du Lion, commandeur du Sénégal. C'est la plus haute distinction qu'on attribue. Et actuellement, le professeur Babacar Ndoye travaille à l'OMS au niveau du HEP de Dakar, où il accompagne les différents pays dans la prévention et le contrôle des infections. Il soutient les différents pays. Et il est là aujourd'hui pour partager cette expérience des éléments constitutifs d'un programme PCI. Professeur, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, votre écran est visible, professeur. Merci. Allez-y, à vous la parole. Merci, docteur Dickson. Permettez-moi tout d'abord, après vous avoir salué, de remercier l'équipe d'ICANN et en particulier
Anna, qui m'a donné l'opportunité de discuter avec vous des éléments constitutifs d'un programme PCI, retour à la base. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe tous, aussi bien au niveau de chaque pays qu'au niveau des institutions. Donc, c'est vraiment pour moi un plaisir de partager mon expérience avec vous par rapport à cette thématique. Voilà, je vais vous proposer le plan suivant. Après une introduction, vraiment un très bref aperçu sur ces éléments constitutifs qui sont appelés les principales composantes d'un programme PCI efficace. Je vais aller très vite. Ensuite, nous allons passer en revue les difficultés rencontrées et quelques mesures de mitigation qui sont un peu particulières à la région africaine. Ensuite, logiquement, à partir de tout cela, nous allons nous acheminer vers la stratégie proposée pour la mise en œuvre, pour la mise en place de ces différents éléments constitutifs, ce qui constitue tout l'intérêt de la présentation. C'est quelle stratégie adopter pour réussir ces programmes. Et enfin, la conclusion. Alors, ces différents éléments constitutifs sont actuellement bien identifiés et accessibles. C'est à la disponibilité de tous les pays, de toutes les institutions. Malgré cela, il y a un constat général, c'est qu'en Afrique, les pays continuent à avoir des difficultés pour élaborer et mettre en œuvre des programmes fonctionnels efficaces, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau établissement. Cependant, nous sommes dans un contexte assez favorable. Lors de la dernière Assemblée mondiale 2022, les pays ont voté une résolution mondiale en faveur de la PCI et du développement d'un plan d'action mondial pour la PCI. Donc, ça, c'est une activité dont l'objectif est de relever l'agenda de la PCI au niveau du système de santé, de lui accorder donc beaucoup plus d'importance dans chaque pays. Il y a aussi, toujours dans ce contexte favorable, l'existence actuelle au niveau du bureau régional Afro d'un projet pilote pour la mise en place de programmes nationaux PCI durables et 11 pays ont été identifiés et le travail a déjà commencé. Mais je dois ajouter que c'est une préoccupation, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, qui est générale. Les 47 pays en ont besoin. Et nous avons des requêtes en provenance d'autres pays, quitte même à aller chercher des fonds pour une assistance par rapport à la mise en place de ce programme. Alors, compte tenu de tout cela, les objectifs de cette présentation seront essentiellement focalisés sur les difficultés rencontrées par les pays africains, parce que c'est à partir de là que nous sommes en train de proposer une stratégie pour la planification, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des programmes PCI en Afrique. Alors, le temps nous est compté, j'ai dit qu'on sera très bref au niveau des principales composantes, donc des éléments constitutifs. Il y a deux dates importantes à retenir. 2016 d'abord, avec la publication par l'OMS des principales composantes d'un programme PCI pour un programme efficace. Cette diapositive est très chargée, je ne vous demande pas du tout de la lire. L'objectif de cette présentation, c'est vous dire qu'il y a ces composantes qui ont été identifiées sur la base d'évidences scientifiques qu'elles doivent être mises en place pour qu'un programme soit efficace. Et ces composantes, donc, il y en a 8 au niveau national et au niveau des établissements. Il y a quelqu'un qui laisse son micro ouvert et qui gêne la présentation.
On vous demande à tous de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, ces composantes reposent essentiellement sur des preuves scientifiques. Et ce sont des recommandations fortes, à part il y a quelques exceptions de déclarations de bonnes pratiques qui sont basées sur des consensus d'experts, mais la majorité repose sur des bases scientifiques. Alors, l'autre date importante par rapport à ces éléments constitutifs, c'est en 2019 avec la publication des exigences minimales. Là aussi, je ne vais pas insister, tout est disponible, tout est identifié. C'est basé sur les principales composantes, mais pour chaque composante, les experts ont identifié des exigences minimales qui doivent être partout, que ce soit au niveau national ou au niveau des établissements. Et c'est les mêmes composantes. Mais ici, la différence, c'est que c'est des exigences minimales à mettre en place. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui constitue le problème aujourd'hui, parce que c'est identifié, c'est disponible. Par contre, dans nos pays, il est extrêmement important de connaître les défis, de proposer des mesures de mitigation par rapport à ces défis et d'utiliser une stratégie adaptée à notre contexte. Alors, on va donc passer en revue d'abord ces difficultés avant d'entamer la stratégie. Alors ça, c'est une liste de défis. C'est une liste qui n'est pas fermée. Vous êtes tous en train de travailler sur la PCI depuis un certain temps. Peut-être que vous pourrez, à l'issue de la présentation, proposer d'autres défis. Ce n'est pas par ordre de priorité, ce n'est pas par ordre alphabétique. C'est juste une juxtaposition des difficultés que nous rencontrons et de quelques mesures de mitigation que nous avons à prendre par rapport à ces défis. On va les passer en revue un par un. Alors, il y a le défi de la planification. Alors, depuis de nombreuses années, en particulier depuis l'avènement de la grande épidémie à Ebola en Afrique de l'Ouest, les pays se sont hâtés de mettre en place des programmes. Il y a beaucoup de documents, de politiques, de plans stratégiques qui sont très bien élaborés, mais qui restent toujours très théoriques. Et ce qui manque chez nous, c'est une absence de mise en œuvre réussie avec des plans opérationnels réalistes et réalisables. Donc, cela ne bouge pas. Alors, compte tenu de tout cela, pour les pays que nous avons à soutenir, nous avons prévu. Il y a quelqu'un qui laisse toujours son micro ouvert et qui gêne la présentation. Alors, ces activités préparatoires prennent en compte la formation des équipes locales sur la planification. Donc, comment on fait une planification en PCI? Et les outils aussi que nous recommandons, on les forme sur ces outils. Quels outils utiliser pour faire l'analyse situationnelle? Comment faire l'analyse situationnelle? C'est quoi la planification stratégique? Comment faire la planification stratégique? Comment faire une planification opérationnelle? Comment faire une planification pour le suivi et l'évaluation? Et pour tout cela, il y a des modèles, les gens ont été formés et des modèles qui sont fournis au pays. Cela afin de préparer une planification réussie. Alors, deuxième défi, le défi des ressources humaines. C'est un défi qui est commun à tous nos pays, comme tous ces défis dont je parle. Et il est nécessaire de disposer au niveau de chaque pays d'une base vraiment motivée et dont les capacités sont renforcées. Donc, tout le monde a subi des formations, mais c'est des formations rapides. Il faut une formation approfondie en PCI.
Alors, c'est dans ce cadre que la formation approfondie des cadres de chaque pays et leur motivation constitue une priorité. Et ce travail est en cours au niveau du bureau régional. Alors, des appuis, en plus de cela, des appuis en ressources humaines sont envisagés, soit pour une période à déterminer, comme un accord avec les pays, soit vraiment très ponctuellement pour mettre en œuvre certaines activités importantes, comme les ateliers nationaux pour élaborer les plans d'action. Vraiment, c'est des ateliers c'est des activités que nous ciblons pour un appui ponctuel sur le terrain. Alors, il y a le défi des ressources financières, matérielles et en infrastructure de base. Alors, dans tous les pays, on se plaint d'insuffisance des ressources allouées aux activités de PCI. Et la situation sur le terrain est que les ressources de PCI proviennent essentiellement des partenaires avec des disponibilités qui sont limitées et dans le temps et dans l'espace. Il y a des partenaires qui disent qu'ils soutiennent pour 1 an, 2 ans, d'autres disent qu'ils soutiennent certaines régions, d'autres disent qu'ils soutiennent certains établissements. Donc, vraiment, c'est un caractère très limitatif. Alors, c'est pour cela que nous préconisons une implication des services financiers administratifs de l'État en vue d'une prise en compte des activités dans les budgets annuels. Alors, ces services administratifs et financiers de l'État, je veux parler et des services financiers et administratifs du ministère de la Santé, mais aussi des services administratifs et financiers du ministère des Finances. Et en parlant de budget aussi, je veux parler du budget de fonctionnement du programme, mais aussi du budget d'investissement. C'est pourquoi ce programme devra aussi travailler de manière approfondie avec la direction des infrastructures et des équipements. Parce que n'oubliez pas que l'environnement de soins est un sujet extrêmement important et qui sera dans les priorités certainement. Et surtout pour insister, en matière d'infrastructures, matériels et équipements de base, les services WASH, l'hygiène des mains sont des activités fondamentales pour une PCI efficace. Et donc, ce sont des choses qui doivent être priorisées en stade précoce dans nos programmes. Il y a le défi de l'interférence de plusieurs programmes ou services de santé publique. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a de nombreux services qui ont un important volet PCI. La sécurité des patients, le programme de lutte contre la rame, programme qualité, CMU, santé de la reproduction, tuberculose, etc. Mais en fait, dans tous ces programmes, il y a des programmes qui ont besoin de toute la PCI, c'est le programme de la rame. Par exemple, dans le programme RAM, l'objectif de la PCI est un objectif à part. C'est la même chose pour le programme sécurité des patients. C'est un objectif à part qui a besoin de toute la PCI. Alors, les recommandations pour ces programmes, c'est vraiment de laisser le programme PCI s'exprimer totalement et de couvrir tous les besoins en matière de PCI. Par contre, il y a des programmes qui ont des besoins spécifiques. La tuberculose, avec les risques de transmission aérienne, le paludisme, avec une amélioration de l'environnement de soins, la santé au travail, le VIH, avec les risques liés aux liquides biologiques, etc. Mais ce sont tous des programmes qui ne doivent pas travailler de manière fermée, mais doivent être ensemble pour une harmonisation des activités de PCI. Donc, il faut absolument avoir un programme, une PCI nationale servant de référence et de structure de coordination
avec des rôles et responsabilités clairement définis, mais aussi un pouvoir d'influence sur tous les autres programmes connexes. Il nous est arrivé lors de notre carrière, c'est une anecdote que je raconte souvent lors des présentations, de faire des tournées de PCI de supervision et de trouver, par exemple, au niveau périphérique, des sages-femmes qui ont des pratiques qui ne sont pas conformes aux recommandations nationales du programme PCI. Ils disent qu'eux, ils travaillent avec des partenaires et d'après leurs partenaires, ils ont des protocoles spécifiques qui sont différents. C'est des choses que nous devons éviter. Il faut mettre en place des mesures organisationnelles permettant une bonne mise en œuvre intégrée et coordonnée de toutes les activités PCI relevant de tous les programmes connexes. Alors, ce défi découle directement du défi précédent. Parce qu'il faut un ancrage institutionnel très élevé dans la hiérarchie administrative, permettant un leadership avéré sur l'ensemble du système de santé et en particulier de ces programmes, avec des ressources humaines institutionnalisées plutôt que personnalisées, avec des profils d'abord identifiés et des TDR avant même les nominations. Et le point focal, c'est l'institution, ce n'est pas la personne. Et ce point focal doit constituer le contact primaire pour l'ensemble des problèmes liés à la PCI dans le pays. Évidemment, il y a le cadre juridique africain de la PCI qui existe maintenant, qui doit nous aider dans cette institutionnalisation de la PCI. Alors, vous conviendrez avec moi que ce cadre juridique doit être adapté au cadre juridique de chaque pays, d'où la nécessaire implication des services juridiques dans cette activité. Alors, un autre défi encore, c'est des pratiques de travail, des comportements qui ne sont pas conformes aux standards internationaux. Il n'y a pas de mesures organisationnelles qui permettent un travail en équipe. Et la PCI demande un travail en équipe. La PCI demande une amélioration continue des pratiques. Et il y a une absence ou une insuffisance d'utilisation des standards internationaux. C'est pourquoi nous prévoyons l'utilisation des recommandations techniques internationales de l'OMS et la mise en œuvre des activités basées sur des outils de démarche qualité, mais surtout, on ne répétera jamais assez la mise en œuvre des activités en utilisant cette stratégie multimodale dont on parle tant et qui est parfaitement illustrée dans le processus de l'amélioration de l'hygiène des mains dans les structures sanitaires. Il y a le défi de la protection du personnel de santé. Il y a une absence ou une insuffisance de protection efficace et durable contre le risque infectieux. Que ce risque soit endémique ou épidémique. Par risque endémique, nous parlons des maladies professionnelles qui sont endémiques, que nous avons en dehors des épidémies, la tuberculose, l'hépatite, le VIH. Ce sont des risques professionnels qui sont là tout le temps. Mais il y a aussi épidémique, parce que quand il y a des épidémies, le personnel de santé paye un lourd tribut. Disons que la morbidité et la mortalité des personnels de santé constituent même un indicateur sur l'existence d'une épidémie grave. C'est donc dire que ce personnel est vraiment exposé. Malheureusement, en Afrique, nous avons un problème de données fiables pour argumenter cela. Parce qu'il n'y a pas assez d'investigation. S'il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de surveillance épidémiologique, donc il n'y a pas de données. Donc, il est absolument urgent de commencer avec cette pandémie actuelle et de perpétrer l'activité. Donc, la protection des personnels de santé sur les courts et longs termes constitue une activité à prioriser aussi. La préparation aux épidémies. Il y a une absence de préparation aux épidémies en général et aux fièvres hémorragiques en particulier qui sont très redoutables
alors que l'OMS a développé une série de guides techniques ainsi que des outils pour la mise en œuvre. Donc, il s'agit d'un volet qui est bien pris en charge par le projet et qui va constituer même, pour les pays à haut risque, ça va faire partie des interventions stratégiques qu'il faut mettre en place dans les meilleurs délais. La faible capacité des laboratoires de microbiologie est une réalité. En effet, il y a une quasi-absence de bactériologie fonctionnelle avec disponibilité de tests de sensibilité aux antimicrobiens, en particulier au niveau périphérique des systèmes de santé. C'est pourquoi l'enrôlement des pays au système mondial de surveillance microbiologique de glace, il est préconisé par l'OMS. Et cette activité est à placer sous l'égide d'un groupe de travail dédié à la surveillance épidémiologique, clinique et microbiologique dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la rame. Il n'est pas question d'avoir dans un même pays deux groupes de surveillance épidémiologique nationale. Nous avons déjà assez de faiblesses au niveau des ressources humaines. Il faut mutualiser et mettre en place un groupe national de surveillance épidémiologique qui va surveiller les infections associées aux soins, qui va surveiller la rame. Mais évidemment, c'est un travail qui nécessite la collaboration et l'intégration des activités avec le comité national et la rame, entre le comité national PCI et la rame. C'est une question d'organisation. Il y a certainement d'autres défis au niveau des pays. Et voilà. C'est une question que je pose. Si vous avez d'autres défis, nous sommes prêts à vous écouter. Maintenant, en face de tout cela. Professeur Babacar, oui, il vous reste moins de 10 minutes. Oui, je suis le temps. Ne vous en faites pas. D'accord, professeur. Alors, face à tout cela, quelle stratégie? Il y a déjà des facteurs qui facilitent la mise en œuvre des principes de la mise en œuvre. Et il y a des principes de base aussi. Quels sont ces facteurs facilitants? La prise de conscience de l'importance de la PCI suite aux épidémies. Maintenant, il y a des task force PCI au niveau de tous les pays africains, ce qui n'existait pas. Au niveau de l'OMS, nous avons parlé de tous ces outils depuis une dizaine d'années. Et actuellement, c'est surtout les exigences minimales. Et voilà. Troisième chose, sur le plan mondial et régional, il y a cette résolution votée cette année. Et il y a le bureau régional aussi, avec son plan de soutien au pays, avec 3 principes qui sont les minimum requirements comme objectif cible, la mise en œuvre par étapes successives, les activités basées sur des choix prioritaires et l'utilisation des stratégies multimodales. Et il y a aussi un 4e principe, c'est le développement des ressources humaines que nous ne devons pas oublier. Sans les ressources humaines qu'il faut, nous ne pourrons pas aller loin. Alors, l'Union africaine aussi, avec son cadre juridique pour la PCI, qui doit pouvoir aider l'institutionnalisation. Et il y a des partenaires qui sont constants et qui existent presque partout. UNICEF, USCDC, Resolve to Save Lives. Et nous allons parler de ces 4 piliers qui vont favoriser cette stratégie. D'abord, les exigences minimales à mettre en place. Alors, ce sont des choses qui doivent être en place au niveau de chaque pays et de chaque établissement et servir de base pour la mise en œuvre progressive et complète de chacune des principales composantes. Cela est fondamental. Commencer par la base fondamentale. Je vais certainement y revenir rapidement. Et voici comment sont définies ces exigences. Ce sont des normes basées sur les principales composantes et qui sont recommandées pour exister partout. C'est la première cible avant de cibler les pleines composantes. Deuxième pilier, mise en œuvre progressive en 5 étapes. Comme vous le voyez, il faut préparer l'action, il faut faire une évaluation de base, élaborer et exécuter un plan d'action, évaluer ce plan d'action et pérenniser le programme.
Il faut utiliser des stratégies multimodales. Vous voyez ici les différentes composantes. Cette stratégie multimodale est au niveau de toutes les composantes. C'est pourquoi même quand vous voyez le guide que nous avons mis en place pour aider les pays à mettre en place des programmes, il n'y a même pas la stratégie multimodale parce qu'elle est incluse partout. Développement des ressources humaines, extrêmement important. Il est important d'avoir des équipes formées. Il y a un projet au niveau du bureau régional. Nous sommes en train de travailler sur les curricula. Et il y a même un projet au niveau mondial à Genève où il y a une équipe de formateurs qui est en train d'être constituée pour la formation. Évidemment, de notre côté, il y a des appuis ponctuels, comme je l'ai dit, qui sont prévus. Alors, à partir de cela, on propose une feuille de route basée sur ces 5 étapes. La préparation des activités. Pourquoi les préparer? Il faut former les parties prenantes sur le projet. Il faut, comment on va le faire? Avec des ateliers qui sont participatifs, qui forment sur les principales composantes, sur la planification, sur les outils et sur les difficultés rencontrées. Les résultats attendus, c'est un renforcement des capacités des équipes et c'est la constitution d'une task force surtout mobilisée qui s'approprie le projet et dont les membres ont la même compréhension sur les stratégies et outils pour la mise en œuvre ainsi que les enjeux. Deuxième étape, évaluation de base. Pourquoi? Identifier les points forts, les points faibles pour une planification et faire l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Comment? Il faut une évaluation conjointe et surtout pas une auto-évaluation. Et l'outil à utiliser, c'est l'IP 4.2 Minimum Requirement. Effectivement, les résultats des performances obtenues avec les pays pilotes sont de loin inférieurs à ceux qui font des auto-évaluations et reflètent beaucoup mieux les réalités du terrain. Une évaluation conjointe constitue une formidable opportunité pour bien expliquer les gaps aux équipes des pays. Bien expliquer c'est quoi les gaps et bien identifier les actions nécessaires pour se conformer aux normes. Évidemment, les résultats attendus, c'est une bonne connaissance de la situation en cours dans le pays par rapport aux normes attendues. C'est donc quelque chose de fondamental. Troisième étape, c'est l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action. Pourquoi? C'est pour mettre le pays en conformité. Comment? Il faut faire différents plans d'action et les mettre en œuvre de façon progressive. D'abord, le plan stratégique, qui constitue l'ensemble des interventions stratégiques qui se sont dégagées de l'analyse situationnelle. Le plan opérationnel, c'est le point le plus important. C'est les priorités, les activités à mettre en œuvre sur le court terme. Et on ne signalera jamais l'importance de la priorisation. D'abord, une priorisation systématique. Commencer par le niveau national avant les établissements, commencer par les composantes 1 et une partie de la 6, puis les 2 et 3, et enfin, alors que la 5 est incluse partout, comme on l'a dit. Priorisation aussi selon l'impact fourni par l'activité. Exemple de l'hygiène des mains, haut impact, et priorisation selon le contexte local. Et pour cela, cette priorisation permet de commencer par assurer la base, comme le dit le titre. Sur le titre, je préfère basic, les bases à l'essentiel. Parce que cette base conditionne les étapes suivantes. Nous devons réussir cette base. Nous devons assurer cette base. Sinon, les étapes suivantes risquent d'être difficiles à mettre en œuvre. Et souvent, les gens font une planification extrêmement détaillée et n'arrivent pas à mettre en œuvre. Il y a le budget et il y a le plan de suivi et évaluation. Donc, ce sont les 4 produits qui sont attendus. Il y a l'évaluation d'impact. Pourquoi? Pour suivre les progrès par rapport à la situation de base. Elle doit se faire annuellement en règle d'outils.
Il me reste 2 minutes. Professeur Babacar. Il me reste 2 minutes, non? Je suis en train de chronométrer. Non, on ne vous entend plus. On a perdu le son. Ah, pourtant, mon micro est ouvert. Hein? Allez-y, allez-y. Dr. Dixon, bon, allez-y. Yes. c'est de votre côté, il est audible. Vas-y, prof. Oui. Je chronomètre en même temps, il me reste 2 minutes. Vas-y, prof Boubacar. On peut perturber. Bon, impact, évaluation d'impact, comment? En règle, il faut utiliser le même outil pour pouvoir évaluer l'évolution. Et les résultats attendus sont l'identification des difficultés au cours de la mise en œuvre, la proposition des solutions adaptées et la reprise de la planification basée toujours sur les priorités identifiées. Et la 5e, c'est la pérennisation. Comment? Mise en œuvre progressive avec respect régulier des différentes étapes du cycle et fonction des priorités et ressources disponibles. Qu'est-ce qui est attendu? C'est la consolidation et la pérennisation du programme. En conclusion, il y a de nombreux gaps dans les principales composantes, au niveau national comme au niveau des établissements. Et face à cela, il est nécessaire d'avoir une stratégie d'amélioration réaliste, progressive, et s'inscrivant dans la stratégie mondiale préconisée par l'OMS, et s'inscrivant aussi, en prenant en compte aussi les contextes locaux de la région pour atteindre les normes en PCI, mais en passant d'abord par la mise en place des exigences minimales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir rappelé toutes ces conditions de base. Et nous vous rappelons qu'il faudrait poser vos questions sur la rubrique QR et que les différents certificats de participation vous seront transmis après 4 participations sur 6 de 60 minutes au minimum. Nous allons prendre le professeur Andy. Professeur Andy? Docteur Dixon. Oui, professeur. Pouvez-vous, professeur Babacar, arrêtez le partage, s'il vous plaît. Oui, professeur Andy. Allez-y, docteur Andy. Commencez le partage, s'il vous plaît. D'accord, tout de suite. Merci. Le docteur Andy Boulaboula, il est médecin de formation. Il est expert en prévention et contrôle de l'infection. Il est membre de plusieurs associations savantes de maladies infectieuses en PCI, notamment ICANN, APIC et CID. Et il est concepteur du premier programme de formation en PCI en RDC à Nunikin. Actuellement, il est consultant l'OMS en PCI. Il va nous partager l'expérience de la mise en place de ces conditions de base en Lesotho. Professeur Andy, à vous la parole. Merci, docteur Dixon. Je vais aussi remercier le professeur Babacar. Après sa présentation, mon travail sera tout à fait simple. Il a mis les bases déjà en ligne, donc on va y aller très rapidement. Je vais devoir partager l'expérience du Lesotho. En guise d'introduction, je dois dire que depuis 2020, il y a eu plusieurs activités qui ont été mises en œuvre, n'est-ce pas, pour renforcer le programme PCI au niveau national d'abord, et ensuite améliorer progressivement la pratique de la PCI au niveau des établissements au Lesotho. Donc, le focus ou le point sur lequel je vais m'appesantir va concerner plus la pratique au niveau des établissements de soins de santé. Donc, je ne vais pas couvrir la partie nationale. Le prof Babacar y est revenu maintes fois et il a donné l'ossature et les éléments essentiels. Alors, plusieurs évaluations rapides sur la capacité et les pratiques de PCI au niveau des établissements ont été menées dans un contexte de préparation et de réponse à l'épidémie de COVID, la pandémie COVID-19, en utilisant des outils validés de l'OMS comme les scorecards pour évaluer rapidement cette capacité et la pratique au niveau des soins, des établissements des soins de santé. Alors, il était nécessaire qu'on fasse au Lesotho une évaluation détaillée des programmes PCI au niveau des établissements de soins de santé. Et pour cela, on a utilisé aussi un outil validé de l'OMS qu'on appelle IPCAF.
Alors, un rappel très, très bref et rapide. Le prof a couvert ces éléments, mais je vais tout simplement insister sur le fait qu'au niveau des établissements des soins de santé, nous avons 8 composantes. Et ces 8 composantes sont telles que vous avez un programme PCI, vous avez des lignes directrices de prévention et contrôle des infections, vous avez une composante sur l'éducation et la formation en PCI, vous avez la surveillance des infections associées aux soins, vous avez l'élément très, très capital qu'on appelle les stratégies multimodales, en fait, qui en elles-mêmes ont 5 composantes. Et pour parler des stratégies multimodales, il faudra inclure en moyenne 3 composantes sur 5 pour la mise en œuvre des interventions de PCI. Ensuite, vous avez la 6e composante qui est le suivi, évaluation, mais aussi la restitution des résultats aux personnes concernées. C'est notamment l'équipe de direction ou les équipes des prestataires des soins. Ensuite, vous avez cette charge de travail comme 7e composante où on discute de la dotation du personnel, l'utilisation des lits ou l'occupation des lits. Et enfin, la 8e composante qui va plutôt se concentrer sur l'environnement bâti, le matériel et l'équipement de PCI, tous ces éléments pour permettre une bonne pratique des infections, de prévention et contrôle des infections au niveau des établissements de soins. Alors, comment on a fait cette évaluation IPCAF au Lesotho? Donc, la méthodologie, on a couvert 19 hôpitaux. On a eu 5 équipes qui ont été formées à l'utilisation de l'outil IPCAF. On a procédé aussi à la collecte des données en dédiant au moins 24 à 48 heures par formation sanitaire pour être sûr de couvrir tous les éléments importants. Et cet outil a été administré par des collecteurs des données qui ont été eux-mêmes formés. Et lors de l'entretien, on a dû expliquer et mettre dans le contexte chaque question pour expliquer, n'est-ce pas, aux participants de ces hôpitaux-là et qu'ils puissent comprendre le contexte dans lequel nous étions en train de travailler. Et cela, comme outil électronique, on a utilisé des appareils électroniques et un lien électronique pour permettre la collecte des données en temps réel, mais aussi minimiser les erreurs de transcription et standardiser en quelque sorte les réponses qu'on avait. En même temps, il y a eu un contrôle de qualité de ces données. On a fait aussi un nettoyage avant de faire des analyses et donc produire un rapport des résultats. Alors, pour ces résultats, on va aller très, très rapidement. D'abord, les participants. Donc, les hôpitaux qui ont participé à cette évaluation, 42% appartenaient à des associations confessionnelles, soit protestantes ou catholiques, et 53%, c'est des hôpitaux appartenant à l'État, donc au gouvernement du Lesotho, et il y avait un hôpital privé, Maseru Private Hospital, et donc vous voyez, ça représentait 5%. Alors, la répartition des scores, notez que tous les scores sont en pourcentage. Pour la première composante ici, le programme de PCI, le prof a expliqué les éléments d'un programme de PCI. Alors ici, nous allons nous concentrer sur la présence d'un point focal PCI, donc le répondant en matière de PCI au niveau des établissements de santé. Tous les hôpitaux en avaient. Les détails par rapport à l'état de fonctionnement ou à l'efficacité de ces programmes, nous allons les présenter avec les diapositives qui vont suivre. Alors, un programme de PCI doit être soutenu par une équipe, l'équipe PCI. Et cette équipe-là est composée de professionnels en PCI. Là est toute la question, qui sont les professionnels en PCI? Alors, l'OMS définit ou donne les éléments constitutifs de la définition des professionnels en PCI. C'est donc des professionnels de santé qui ont été formés et qui ont reçu une formation certifiée en PCI avec des institutions accréditées. Donc, vous devez avoir un diplôme post-universitaire
qui, n'est-ce pas, vous donne les bases et les spécificités de l'expertise en PCI. Ensuite, on va distinguer les professionnels juniors des professionnels seniors et cela va avoir comme élément de définition la durée de votre pratique PCI après votre formation. Et donc ici, pour les juniors, ils ont moins de 3 ans et pour les seniors, ils ont entre 3 et plus et au-delà. Alors, au Lesotho, malheureusement, dans 95% des hôpitaux, il n'y avait pas des professionnels de PCI remplissant, n'est-ce pas, la définition de l'OMS. Il n'y avait qu'un seul hôpital où on a trouvé une consultante étrangère qui avait tous les diplômes justifiant son expertise en PCI. Alors, l'autre question, c'est l'existence des comités de PCI par rapport aux équipes de PCI. Notez qu'une équipe de PCI est formée par des professionnels de PCI. La définition, je viens de la donner. Le comité est composé non seulement des professionnels de PCI, mais aussi d'autres personnes qui sont à un autre niveau d'action, dans un autre champ d'action. Ça peut être ici des administrateurs, ça peut être des pharmaciens, ça peut être des microbiologistes, mais des gens qui vont prendre des décisions et ces décisions vont guider la mise en œuvre des pratiques de PCI par l'équipe de PCI. D'accord. Alors, au Lesotho, dans 47%, on avait la présence d'un comité PCI dans ces institutions qui ont été évaluées. Et par rapport à l'équipe, j'ai fait mention de cela déjà, seulement un seul hôpital, donc 5% des hôpitaux évalués. Alors, la répartition des scores du programme PCI par établissement des soins de santé, et notez que ici, c'est encore sur 100, donc c'est un pourcentage. La majorité, ils avaient en tout cas moins de 50%. Donc, ils ne pouvaient pas réunir tous les éléments constitutifs du programme de PCI tels que l'outil voulait bien les évaluer. Alors, un seul hôpital avait au-delà de 80% et qui s'est donc distingué. Et vous verrez pourquoi d'ici peu. Alors, la répartition des scores par rapport aux lignes directrices de PCI, vous entendez ici les guidelines, donc les guides directeurs, les éléments qui vous permettent de travailler, dans ces outils qui vous permettent de travailler en ayant les détails par rapport à la prévention et au contrôle des infections. Ces hôpitaux, la plupart n'en avaient pas. Et là, on voit les précautions standards, on voit les précautions basées sur le mode de transmission, etc. La plupart de ces hôpitaux n'en avaient pas un seul, d'ailleurs, lequel a eu déjà des bons points par rapport à l'existence du programme PCI, avait des copies des guidelines par rapport à ce qu'on recherchait. Alors, la répartition en termes d'éducation et de formation, il faut dire ici en général, c'est une composante déficiente parce que la plupart de nos collègues qui occupent les postes de point focal en PCI n'ont pas eu de formation prescrite en termes de prévention et contrôle des infections. Ils ont bénéficié des briefs de PCI ou des briefings de PCI en préparation, n'est-ce pas, à la riposte à la pandémie de COVID et autres épidémies au Lesotho. En ce qui concerne la surveillance, je crois que le prof Abakar a dit un mot là-dessus. C'est vraiment une des composantes les plus difficiles et sérieusement déficientes, pas que au Lesotho, mais au niveau africain et même mondial. Nous avons des sérieux soucis en termes de surveillance des infections associées aux soins. C'est pas, en tout cas, pas exception au Lesotho. Par rapport aux stratégies multimodales, j'aimerais ici reprendre la phrase magique du prof Benedetta qui dit que les stratégies multimodales sont en fait la méthode moderne de la mise en œuvre de la PCI de nos jours. Oui, c'est réellement cela. On doit utiliser les stratégies multimodales pour toute intervention en prévention et contrôle des infections pour sa mise en œuvre. Et donc, je l'ai dit encore au début dans mon introduction, il faut réunir au moins 3 des 5 sous-composantes de cette stratégie multimodale.
Alors, le premier ou la première composante de la stratégie multimodale, c'est souvent ici les ressources. En anglais, on parle du system change. En fait, il faut disponibiliser, il faut rendre disponibles les ressources permettant de pratiquer la prévention et le contrôle des infections. Comme deuxième composante, il faut avoir la formation, l'éducation en matière de prévention et contrôle des infections. Et au troisième élément, le prof Abakar a fait mention de cela, le suivi et l'évaluation, mais aussi la restitution des résultats aux personnes concernées. La quatrième sous-composante ici, ce sont toutes ces affiches, ces matériels de communication par rapport à l'intervention en présence. Et en dernier lieu, vous avez ces changements de culture au niveau de l'institution, au niveau de l'établissement. Alors, de ces 5, il faut avoir au moins 3 composantes par rapport à une mise en œuvre d'une intervention de prévention et contrôle des infections pour parler de stratégie multimodale. Et la plupart des hôpitaux qu'on a évalués, ils avaient un niveau moyen par rapport à cette composante et plus d'un tiers avait quand même le niveau escompté. Le suivi, audit des pratiques, des PCI et restitution des résultats, vous pouvez le voir, c'est vraiment inquiétant. Il y a un souci majeur parce que la plupart de ces hôpitaux ont carrément eu 0. Ils n'ont pas pu rencontrer les exigences de cette composante, alors pas du tout. Alors, la charge de travail, niveau des dotations et occupation des lits. Pour cette composante, je dois dire qu'il y avait quand même une satisfaction moyenne. Dans la plupart des hôpitaux, ils avaient un système en place pour la charge de travail. Ils avaient un niveau de dotation du personnel. Excusez, j'ai raté le mot dotation du personnel dans le titre. Et l'occupation des lits était respectée. Et au Lesotho, un seul lit est occupé par un seul malade. Et ça, c'est partout dans le pays. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains. Alors, environnement bâti, matériaux et équipements de PCI, je dois dire qu'ici, la composante numéro 8, dans la plupart de ces institutions évaluées, les résultats étaient plutôt frappants et assez satisfaisants pour la plupart. Et ça nous a permis de choisir certains centres d'excellence pour renforcer la capacité des autres. Alors, comment on interprète tous ces scores? Là, je vais dire les scores IPCAF. Lorsqu'on a moins de 200, on va dire que le niveau de PCI est tout à fait inadéquat. Entre 201 et 400, le niveau est basique. Entre 401 et 600, le niveau est intermédiaire. Et entre 601 et 800, le niveau est avancé. Malheureusement, 95% de ces institutions avaient un niveau basique et un seul avait un niveau intermédiaire. Alors, voici ces graphiques. À votre droite et à votre gauche, ça donne la même information, mais vous verrez pourquoi on a mis le graphique au niveau de votre partie droite de l'écran. En fait, ici, on discute ou on présente le résumé global, donc les scores de chaque établissement, et vous verrez qu'un seul a été classé parmi ceux qui ont les niveaux intermédiaires. Et en statistique, on parle de outliers, donc l'élément qui est très différent, l'élément qui est très différent des autres, par exemple là, c'est l'hôpital Malouti, qui est le seul à avoir un niveau intermédiaire de PCI. Et en statistique, on voudrait bien savoir pourquoi on a un outlier. Dans ce cas de cet hôpital, c'est le seul hôpital qui a un professionnel en PCI. Comme je le disais tantôt, c'est une dame consultante qui est là pour 12 mois et qui a changé énormément de choses dans la pratique de la PCI au niveau de cet hôpital. Et sans surprise, cet hôpital est le meilleur avec le niveau intermédiaire lorsqu'on se base sur les scores IPCAF. Tous les autres sont bien sûr à des niveaux pratiquement différents, pas différents ou similaires, mais ils sont tous au niveau basique avec des petites différences de score
mais ils sont tous dans la fourchette du basique. Voilà. D'où l'importance d'avoir des personnes qui sont rodées, formées en PCI. Dr. Andy, Oui, Dr. Dixon. nous vous prions d'accélérer un tout petit peu. On commence à se perdre dans la passion là. OK, je vais bientôt finir. Alors, c'est toujours important de voir pourquoi on a un niveau basique, pourquoi on a un niveau intermédiaire, pourquoi on a un niveau avancé. Alors, on a fait ce qu'on appelle le root cause analysis. Donc, on va analyser les causes profondes du problème qui est en présence. Et on va ici, on a construit un diagramme en arrêt de poisson, le fishbone diagram, et on a analyser chaque composante d'un programme efficace en PCI pour identifier les déficits. Et là, vous verrez, par exemple, pour le cas de programme et de l'existence des lignes directrices, on a tout simplement vu qu'il n'y avait pas de professionnels en matière de PCI, il n'y avait pas d'objectif clairement défini pour le programme de PCI, il n'y avait pas d'expertise pour adapter les guidelines, etc. Et si vous regardez par exemple, au niveau de la surveillance, il n'y avait pas de surveillance définie comme composante d'un programme de PCI. Il n'y avait pas non plus d'hôpitaux avec personnel responsable de ces activités de surveillance. Alors là, je viens juste de récupérer quelques éléments pour illustrer ce que je suis en train de dire et on va vous partager, n'est-ce pas, ces slides. Vous allez lire à votre aise les différents détails. Alors, en conclusion, les preuves recueillies suggèrent un niveau basique de PCI au niveau hospitalier du Lesotho. On a quand même les forces et les faiblesses. Parmi les forces, il y a l'existence d'un programme PCI au niveau hospitalier avec des éléments vraiment, je dois dire, minimal parce qu'il y a présence d'un point focal, mais qui doit être encore renforcé. Vous avez l'utilisation, par exemple, des stratégies multimodales pour mettre en œuvre une intervention comme l'hygiène de main qui a été largement utilisée. Un système pour résoudre des problèmes liés à la charge de travail, au niveau des dotations en personnel et à l'occupation des lits, etc. Je vais aussi prendre les faiblesses. Vous avez l'existence d'un programme PCI qui n'a pas d'objectif clairement défini. OK? Il y a aussi l'existence des lignes directrices, clés sur la PCI, etc. Alors, je crois que là, ça va être la dernière, les recommandations. Donc, le renforcement de la PCI au niveau des établissements doit comprendre ici des programmes PCI avec des objectifs clairement définis, basés sur l'épidémiologie locale et les priorités en fonction de l'évaluation des risques, une formation certifiée, en tout cas pour le point focal en PCI, des lignes directrices de PCI, établir un programme de surveillance, le suivi et évaluation des programmes et évidemment la restitution des résultats. On doit aussi améliorer la gestion des données électroniques robustes afin qu'il y ait des rapports réguliers de l'établissement au niveau national. Donc, on donne une chaîne de communication des niveaux sous-nationaux au niveau national et ainsi donc baser les interventions sur base des données réelles. Alors, je vous remercie pour votre temps et on s'excuse pour avoir pris 2-3 minutes de plus. Merci beaucoup, professeur. Merci. Et nous avons de feedback très positif sur les différentes présentations de professeur Babacar, de Dr. Andy, qui ont été très intéressantes. Et chers panélistes, nous vous invitons, si vous avez des ajouts sur ces différentes présentations, avant que nous passions aux questions-réponses. Chers panélistes, à vous la parole. Chers panélistes. Oui, professeur Ali, allez-y, professeur. Merci, docteur Dixon. Moi, je remercie les trois orateurs pour leur présentation très performante. Docteur Amadou qui nous a rappelé que le COVID existe et nous a donné les chiffres récents. Pour le professeur Babacar, il nous a donné les défis
de l'utilisation des programmes de PCI et les voies de sortie, Dr Andy a illustré par des données d'un pays sur l'application et l'existence de programmes de PCI au Lesotho. Nous les remercions pour toutes ces informations. Mon problème à moi, c'est à partir de la communication du professeur Ndaye sur l'existence de difficultés au niveau de plusieurs pays en Afrique sur l'élaboration d'un programme PCI et surtout de son exécution aussi. Il a certes parcouru un certain nombre de voies de sortie et d'autres qui sont encore en étude. J'ai voulu demander, professeur, vous m'en excuserez, je suis panéliste. C'est une inquiétude. L'Afrique, avec toutes les épidémies qui surgissent plusieurs fois, est-ce que ça n'inquiète pas l'Organisation mondiale de la santé au niveau régional pour qu'on mette un modèle de planification et que chaque pays l'adapte, comme vous avez insisté tous, sur les réalités locales? Merci. Merci, professeur, merci. Nous allons prendre rapidement quelques questions. Déjà, plus simplement, professeur Babacar, le participant se demande, pendant le défi, vous avez mis en vert, vous avez coloré en vert. Est-ce qu'il y a-t-il une signification particulière pour cette couleur? Et est-ce que le niveau de sécurité d'une région ou l'autre peut-il être aussi considéré comme étant un défi dans la mise en place de programmes de base PCI? À vous la parole, professeur Babacar. Merci beaucoup, Dr Dickson. Merci au Dr Andy aussi, professeur Ali, qui a exprimé une inquiétude. Par rapport à cette inquiétude, évidemment, ces épidémies qui continuent constituent une source d'inquiétude pour l'OMS à tous les niveaux, hein, même au niveau du siège. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours. Hein. Concernant Ebola, il y a tout un toolkit qui est déjà prêt. Et il y a des pays qui ont déjà reçu ce toolkit et qui doivent adapter à leur pays. Et il y a déjà même des dates qui sont prises au niveau de certains pays d'Afrique de l'Ouest pour l'application de ce toolkit Ebola. Mais en dehors de ce toolkit Ebola, il y a aussi un document qui s'appelle Preparedness, Readiness and Response, qui permet une préparation globale. C'est un outil mondial que tous les pays du monde peuvent utiliser pour préparer des plans de préparation aux épidémies. Donc, c'est des choses qui inquiètent bien sûr l'OMS et qui sont en cours, et peut-être qui n'est pas encore arrivé au niveau de tous les pays, mais qui sont arrivés dans plusieurs pays en ce moment. Par rapport à la couleur verte, en fait, au niveau du chapitre des défis, les couleurs vertes, ce sont des propositions de solutions. Ce sont des propositions de solutions. J'ai vu sur le chat plusieurs fois parler de police verte. Je pense que c'est des soucis de protection de l'environnement. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que les gens qui ont posé les questions m'expliquent. C'est quoi cette police verte? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le plan mondial PCI qui est en cours, le respect de l'environnement fait certainement partie des principes de cette stratégie globale, et la gestion des déchets est absolument prise en compte, et dans ce processus, le respect de l'environnement doit être assuré.
Évidemment, ça, c'est pour le moment, ce n'est pas encore mis en œuvre et ce qu'on voit en Afrique, c'est des incinérateurs qui ne respectent pas du tout les normes environnementales et qui, franchement, devraient ne plus fonctionner au niveau des structures sanitaires. Voilà, donc je pose même une question à ceux qui parlent de police verte parce que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. À vous, Dr Dickson, je pense qu'il y a d'autres questions. Hein. Si vous le permettez aussi, je vais juste faire un commentaire par rapport à l'excellente présentation. Allez-y, professeur, allez-y. C'est juste un commentaire par rapport à l'excellente présentation de Andy sur la PCI au Lesotho. Je crois que le Lesotho a beaucoup d'avancées en matière de PCI et ces avancées n'existent pas dans la majorité des pays. Alors, c'est une recommandation qui va aux pays où la PCI est encore très faible, voire inexistante. C'est un travail qui est basé sur l'IPCAF. Il y a un nouvel outil qui s'occupe plutôt des exigences minimales au niveau des structures sanitaires, au niveau des formations sanitaires. Pour les pays qui sont avancés, comme le Lesotho, bien sûr, ils vont capitaliser tous les acquis déjà obtenus au niveau des établissements sanitaires. Mais pour les pays où la PCI est très faible et limitée, il faut commencer par les minimums, les exigences minimales. Donc, ces exigences minimales, ce n'est pas seulement pour le niveau national, c'est pour le niveau national et c'est pour le niveau hospitalier. Et la recommandation, c'est de commencer d'abord par le niveau national, parce que ce sont les recommandations nationales qui seront appliquées au niveau des structures hospitalières. Voilà ce que je voulais ajouter comme commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et l'autre question, chers panélistes, si nous pouvons rappeler les 8 composants d'un programme PCI, si nous pouvons rappeler les 8 composants d'un programme PCI, et aussi parler de la différence entre le score IPCAF et le score PCI, le scorecard PCI, la différence entre les deux. Chers panélistes, à vous la parole. La différence entre scorecard PCI et quoi? Et le score IPCAF. IPCAF ou IPCAT? IPCAF. IPCAF Facility. Yes. Alors, la grosse différence, c'est que l'IPCAF Facility c'est un outil qui est beaucoup plus élaboré. Il est même assez compliqué pour nos structures sanitaires, en tout cas dans la majorité des pays. Alors que le scorecard, pour les établissements, ça permet de faire rapidement une évaluation et c'est vraiment l'outil qui est indiqué dans les cas d'épidémie où on a besoin de manière urgente de savoir si les principaux processus de PCI sont en place pour éviter la diffusion de l'épidémie et dans la structure sanitaire et pour plus tard dans la communauté. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, en période d'épidémie, si on veut faire des évaluations rapides, on peut utiliser le scorecard. Mais en dehors des épidémies, si on veut faire une évaluation en vue de la mise en place d'un programme structuré et sustainable, comme on dit, c'est l'IPCAF, mais en commençant par l'IPCAF Minimum Requirement. Ce n'est pas encore diffusé, mais c'est un outil qui existe pour les pays où la PCI est faible ou limitée. Il ne faut pas se précipiter à utiliser l'IPCAF, il est très compliqué. Commencez d'abord par l'IPCAF Minimum Requirement. Ça, c'est ce que je peux répondre. Il y a une autre question, je crois. Oui, rappelez les 8 composants. Ah oui, mais ça, c'est vite fait. Je pense qu'il faudrait leur envoyer les liens. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 6 composantes au niveau national. Le programme PCI 1, 2, les lignes directrices, les guidelines, 3, la formation, 4, la surveillance, 5, la stratégie multimodale, 6, le suivi et évaluation. Ça, c'est au niveau national. Au niveau des établissements, il y en a 8. Il faut y ajouter la composante 7 avec l'occupation des lits, les staffs, et la composante 8 qui est l'environnement. Mais il faut savoir que
dans les projets de mise en place d'un programme PCI durable, au niveau national, il y a des composants, il faut s'occuper de certaines choses qui sont prioritaires et qui doivent être mises en place au niveau opérationnel. C'est pourquoi il faut commencer par le niveau national. Je donne 2 exemples concrets. Très tôt, dans les programmes nationaux PCI, l'hygiène des mains va constituer un indicateur national de performance pour la PCI. Et en plus de l'hygiène des mains, il y a aussi les normes, l'existence de normes pour l'environnement de soins au niveau des structures sanitaires. Donc, c'est des choses qui sont appliquées au niveau opérationnel, au niveau des établissements, mais le niveau national est appelé à faire des choses pour que ces choses existent au niveau opérationnel. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ces 2 questions. Merci. Merci beaucoup, professeur. Chers panélistes, l'autre question, c'est que face à cette interférence, comme les participants sont en train de le dire, entre... Donc, oui, docteur Valérie, oui. Allez-y, docteur Valérie. Docteur Dickson, terminez cette question-là parce que ce que je vais dire a trait aussi à cette question. Si vous pouvez la terminer, s'il vous plaît, énoncez-la, je vous en prie. Merci. Donc, face à cette interférence entre la PCI et les autres programmes, est-ce que peut-on associer l'approche systémique telle que One Health pour pallier à cet obstacle et comment? Allez-y, cher panéliste. Merci beaucoup, docteur Dickson, et merci aussi à tous les présentateurs. Il faut dire que ça a été vraiment outstanding, comme on dit, de très bonne qualité pour nous pousser à pouvoir nous rattraper. Très rapidement, j'aimerais dire ceci. Le mot est donné interférence. Le mot nous semble être beaucoup plus négatif quand on parle d'interférence. Les présentateurs, tous deux qui ont parlé de la PCI, parlent d'un travail en équipe. C'est un travail en équipe. Donc, il n'y a pas un aspect de dire interférence. Quand on parle interférence, c'est ce que nous constatons dans la plupart des pays, une territorialité où les gens disent « ça c'est mien, il ne faut pas toucher à ça ». La PCI, elle passe partout et c'est un travail d'équipe. Ça veut dire qu'il peut y avoir un autre programme qui existe et on vient pour pouvoir greffer la PCI là-dessus dans un travail de collaboration. On avance ensemble parce que quand on parle de One Health, bien sûr, c'est une approche, mais la PCI reste une des choses fondamentales qui reste dans tout et partout, de façon à ce que nous puissions travailler comme une équipe. D'où quand on met un comité, c'est un comité multidisciplinaire. Il faudra travailler par rapport à ça. Du coup, j'aimerais terminer mon intervention en disant ceci. L'un des grands défis, et le professeur l'a mentionné, c'est que si les politiques sont mises en place, les politiques sont définies, on a une difficulté, par exemple, que quand on pose la question à l'OMS de pouvoir aider un pays, l'OMS est conseillé et l'OMS n'impose pas. L'OMS n'est pas la police. Les choses, les normes sont connues, mais on ne peut pas entrer dans un pays et imposer. Et quand on entre dans un pays et que la politique refuse à l'OMS d'aller à tel ou tel autre endroit, l'OMS ne va pas s'y forcer. D'où il faudra que les engagements qui sont pris au niveau continental, au niveau des pays, puissent être respectés. Et ici, on ne peut que pousser en collaborant de cette façon-là plutôt que d'imposer parce que c'est impossible. Et il y a beaucoup de choses que l'OMS a menées dans différents pays par rapport à la réponse à l'épidémie Ebola, à la pandémie COVID-19, mais qui ne sont pas d'application parce qu'il y a une territorialité. Et quand la politique s'en mêle, les politiques s'abîment. Merci beaucoup. Merci, docteur Valérie. Oui, professeur Andy. Merci, docteur Dickson. Merci à tous les panélistes. Je crois qu'il y a quand même quelques éléments importants à soulever parce que cette matière, elle est très vaste et parfois on peut s'égarer. Et si on vient en contact avec cette matière pour la première fois, ce n'est pas toujours très clair. Alors, je vais essayer de récapituler en quelques points. Donc, le programme de PCI, il doit exister à 2 niveaux essentiellement. Le niveau national et le niveau des établissements des soins de santé. Le prof Abakar en a parlé en longueur. Alors, chaque programme, que ce soit au niveau national ou au niveau des établissements des soins de santé, a des composantes. Au niveau national, on en a 6.
Au niveau des établissements de soins de santé, on en a 8. Le prof venait encore d'en parler. Mais pour chaque intervention en matière de PCI, doit suivre la méthode moderne de mise en œuvre. Elle s'appelle la stratégie multimodale. Multiple, plus de 2. Mais par définition de l'OMS, on va parler de multimodal lorsqu'on a essentiellement 3 composantes sur 5. Et là, on a parlé des ressources, on a parlé de la formation, on a parlé du suivi, on a parlé de la communication, donc les affiches, et on a parlé d'un changement de mentalité ou de culture au niveau des institutions. Maintenant, 3 autres niveaux pour que tout ceci puisse, n'est-ce pas, rentrer en exercice. Il faut avoir un niveau de connaissances adéquat, il faut avoir un niveau de ressources adéquates et un niveau de pratique de tout ce qu'on vient de dire là. Alors, les 3 éléments ensemble permettront d'améliorer la PCI. Évidemment, il y a des guides pour accompagner tous ces éléments. Ce sont les politiques nationales, comme Dr Valérie venait de le souligner. Donc, vous avez les politiques nationales, vous avez le suivi de leur mise en œuvre et vous avez des interventions basées sur les preuves scientifiques. C'est-à-dire quoi? Vous avez fait la collecte des données, une bonne analyse et la dissémination de ces informations pour informer votre pratique. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, professeur Andy, pour votre intervention. Et nous basculons, si, chers panélistes, il y a une question de participants qui veulent savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer la montée en flèche de nouveaux cas COVID actuellement en Afrique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer entrer avec la PCI? Chers panélistes, à vous la question. Bonjour tout le monde, je peux répondre? Allez-y, docteur Soin. Allez-y. Oui. Donc, il y a eu augmentation du nombre de cas, pas seulement en Afrique et au Maroc, aussi en Tunisie. Nous sommes à la 6e vague et on a enregistré une augmentation du nombre de cas de Covid. Et essentiellement, c'est en rapport avec le sous-variant qui est le AB5, qui est plus transmissible que les autres sous-variants. Et en rapport avec cette période, donc il y a mobilité importante entre les pays, donc période les vacances et tout ça. Et en plus, il y a les mesures donc, pour lutter contre les Covid ne sont plus appliquées. Donc, il y a relâchement total des mesures. C'est pour cette raison on a enregistré des flambées au niveau des différents pays. Voilà. Merci beaucoup, docteur Swal. Je pense que nous allons prendre juste une dernière question avant de conclure. C'est que l'un des participants demande comment pouvons-nous sécuriser le patient? Je travaille dans un établissement de santé et il est très difficile d'assurer la sécurité des patients quand ils sont très en mouvement. Comment est-ce qu'on peut sécuriser le patient? Je peux dire quelque chose? Allez-y, professeur, allez-y. C'est tout un programme. Hein. Il y a dans des pays, il y a un programme mondial de sécurité des patients. Ça s'appelle comme ça. Mais dans ce programme de sécurité des patients, il y a plusieurs composantes. Ce qui menace le patient, il est multiple. Les médicaments, même un patient peut glisser et tomber. La chute. Les vols, la sécurité n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Donc, il y a tout un programme de sécurité des patients que certains pays ont mis en place d'ailleurs. Et la PCI constitue un volet. L'acquisition d'une infection n'est qu'un volet de la sécurité du patient parmi d'autres. Donc, il est pratiquement impossible. Déjà, rien que la PCI, on ne peut pas répondre sur une seule question. Alors, si la PCI n'est qu'un des éléments dans le curriculum de formation en sécurité des patients, il y a 11 composantes, je crois, 11 ou 12, et la PCI est une composante, donc il est extrêmement difficile. C'est tout un travail. Hein. Voilà ce que je peux répondre. Je renvoie cette personne au curriculum de formation sur la sécurité des patients. Merci, professeur. Et est-ce que vous pouvez quand même renseigner les différents participants
où est-ce qu'ils peuvent trouver les différents documents en ce qui concerne la PCI, les différentes normes OMS, sur quel site ils peuvent le trouver pour se renseigner et améliorer leur pratique. Dixon, vous pouvez envoyer le site de l'OMS, ça vous pouvez l'envoyer à tous les participants. Hein? OK, d'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci, merci. Merci, chers participants. Merci aux différents intervenants, Dr Amadou, professeur Babacar, professeur Andy. C'était vraiment, vraiment très excellent. Et merci aussi à tous les panélistes. Nous vous invitons une fois de plus à inviter massivement les différents prestataires avec qui vous collaborez. Nos sessions sont interprétées en arabe et en portugais, donc n'hésitez pas d'inviter toutes les personnes qui peuvent parler arabe ou qui parlent le portugais. Ils ne vont pas être dépaysés. Les sessions sont interprétées, sera très interprété pour eux. Et aussi, nous vous invitons à consulter le site d'ICANN, ICANN Network. Vous trouverez les différents documents de présentation passée et vous trouverez les différents liens pour de formations futures qui sont disponibles. Aussi, nous vous invitons à consulter le site d'Africa CDC. Vous trouverez les différents liens de documents et les différents qui vous permettront de voir les différentes présentations qui sont passées et les différents documents qui peuvent vous aider. Et, chers panélistes, est-ce que quelqu'un a un mot à ajouter avant que nous puissions clôturer? OK. Je pense que... OK. Merci, merci pour votre participation. Et elle était très, très, très active. Les différentes présentations d'aujourd'hui vous seront envoyées par l'adresse email par laquelle vous vous êtes inscrit. N'hésitez pas à revenir vers nous pour les différentes questions. Nous disons un grand merci à l'OMS Afro, à l'OMS Afrique et aussi à tous ses partenaires techniques, notamment ECHO, Africa CDC, ICANN, tous qui contribuent à ce que nous puissions améliorer la pratique de la PCI au niveau d'Afrique et dans notre prestation au quotidien. Alors, nous vous disons, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain. N'oubliez pas qu'il faudrait s'inscrire pour chaque formation, pour chaque semaine. L'unique inscription que vous faites n'est pas valable pour toutes les formations. Vous devez choisir la date et vous enregistrer pour chaque date afin d'être présent le jeudi prochain. Nous nous disons, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à 12h, heure de Kinshasa, 14h, heure de Nairobi, avec tout le panéliste et d'autres sujets encore plus intéressants. Au revoir à tous et à jeudi prochain. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, merci et au revoir. Allez,